Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi, je vais très bien, ça se voit. Eh bien, écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très, très intéressant. Je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va. On regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Les dernières 24 heures ont été intenses. Marche pour la paix, commémoration du 23 octobre, puis un sommet de l'Union européenne ici à Bruxelles. Vous avez déclaré lors de la conférence de presse après le sommet que la Hongrie n'enverrait ni personne, ni argent, ni armes à l'Ukraine. Combien de temps cette position peut-elle être maintenue? À quel point la pression était-elle forte hier pour que cela change? Hier a été une journée forte. J'ai eu l'impression que c'était 48 heures, pas 24. Mais le plus important, c'est que nous avons eu une fête nationale belle et inspirante. Aujourd'hui, tout le monde aborde les rassemblements du 23 octobre sous un angle politique. Mais en réalité, il s'agit d'une fête nationale, et elle était belle et inspirante. Après tout, nous avons rendu hommage aux héros de 56, et même dans les moments les plus difficiles, nous avons su défendre de bonnes causes et nous défendre nous-mêmes. Tout cela a créé une atmosphère vraiment exaltante. Nous adressons des remerciements particuliers aux artistes. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu une célébration aussi libératrice et touchante. Je suis particulièrement ravi que quelqu'un ait enfin réussi à hongroisiser la seule chanson chantable de 1956 écrite par les Italiens. C'est l'Avanti ragazzi di Buda, l'Avanti ragazzi di Peste. Quelqu'un l'a maintenant réécrit, traduit, le peuple, le... Et ils ont fabriqué des instruments pour cela, ils ont composé de la musique magnifique pour cela. Vous savez, chanter ensemble, c'est important. Chanter ensemble ouvre les cœurs. Nous avons simplement perdu cette habitude parce que peu d'entre nous vont à l'église, ce qui aiderait, et il n'y a plus de service militaire non plus. Quand j'étais jeune, il fallait chanter en marchant, et chanter ensemble, c'est bien. Mais ces formes et ces possibilités ont disparu de la vie des gens. C'est pourquoi il est important que nos artistes nous aident à retrouver cette capacité. Parce que, je le répète, une relation complètement différente se développe entre deux personnes si elles sont capables de chanter la même chose. C'est pour cette raison que chanter des chansons folkloriques, dont on ne parle que comme d'un divertissement, reste si populaire, parce que cela peut rapprocher les gens les uns des autres. Je suis très reconnaissant envers les artistes qui étaient sur scène, qui étaient magnifiques et talentueux, ainsi qu'à ceux qui sont simplement venus et, par leur poids intellectuel, ont témoigné pour 56 et pour la lutte pour la liberté. C'était donc un événement où l'on aurait volontiers été ému. Eh bien, moi aussi, si j'avais été spectateur, un jour cela me sera accordé, alors je serais sûrement ému. Mais bon, si l'on prononce un discours, ce n'est pas son rôle d'être ému, mais de faire son travail. C'était donc difficile, magnifiquement difficile, le matin et le début d'après-midi. Et de là, nous sommes venus ici à Bruxelles. Eh bien, quand je suis arrivé ici, la maison était déjà en feu. Il semble que la réalité nous arrive de plein fouet, ici à Bruxelles. C'est vrai pour la guerre, pour le financement des guerres, et c'est aussi vrai en regardant l'économie européenne. Nous avions à l'ordre du jour des sujets comme la guerre russo-ukrainienne, la compétitivité, les problèmes de logement en Europe, et bien sûr, aussi quelques questions de politique étrangère. Et l'argent est épuisé. Si nous voulons résumer la situation brièvement, nous écoutons la présidente de la Banque centrale européenne. C'est toujours très passionnant. Cela signifie ce qu'on appelle un sommet de la zone euro. Ceux qui sont dans la zone euro se réunissent régulièrement et écoutent la présidente de la Banque centrale européenne. Nous, qui ne sommes pas membres de la zone euro, avons rarement cette opportunité, mais 1 ou 2 fois par an, la présidente vient à nous, où nous sommes invités à ce sommet, et alors nous obtenons une vision plus approfondie de la situation financière. Et le point de départ dans l'économie européenne, c'est qu'en 2026, d'après les prévisions que nous avons entendues maintenant, la croissance économique de la zone euro, selon les dirigeants, sera de 1%, alors que la moyenne mondiale est de 2%. Et pendant ce temps, ceux avec qui nous sommes en concurrence, les États-Unis et la Chine, font encore mieux. Donc il est visible que depuis de longues années, l'Union européenne obtient de moins bons résultats que le reste du monde. En conséquence, les difficultés économiques s'aggravent. Il y a de moins en moins d'argent. Pendant ce temps, l'Union prend de plus en plus de responsabilités. Par exemple, une guerre et l'argent est épuisé. Par conséquent, au moment où je suis arrivé ici, l'atmosphère était tendue.
Ici, plusieurs premiers ministres, sur un ton qui contredisait celui de la Hongrie, se sont exprimés fermement contre certaines mesures existantes. Celles-ci ne sont pas liées à la guerre, mais sont des mesures anti-économiques qui ralentissent et bureaucratisent l'économie, indépendamment de la guerre. La plupart du temps, ils se sont insurgés hier contre des décisions que la Commission veut imposer aux États membres et qui entraîneraient une augmentation des prix de l'énergie de 8 à 10%. Alors, bien sûr, ces pauvres gens ont immédiatement annoncé qu'il fallait oublier cela, mais le problème, c'est que les décisions à ce sujet avaient déjà été prises auparavant, ce à quoi nous nous étions bien entendu opposés. Et maintenant, il faut revoir ces décisions rétroactivement. Il est toujours plus difficile de revenir sur une décision que de ne pas prendre une mauvaise décision. Mais si la situation économique est ainsi, alors comment y aura-t-il de l'argent pour un soutien supplémentaire à l'Ukraine? Parce que hier, les 26 États membres ont réaffirmé leur engagement à cet égard. Oui, mais cela se passe dans une ambiance de plus en plus mauvaise. Donc j'ai le sentiment qu'ils aimeraient déjà se débarrasser de ce fardeau. Ils se sont simplement enfoncés eux-mêmes si profondément dans la guerre. En fait, ce sont eux-mêmes qui ont attiré, voire poussé l'Ukraine dans la direction de la guerre. En fait, ce sont eux, même récemment, qui ont tenté d'entraver les tentatives de paix du président américain. Ils ont trompé leurs propres citoyens à un tel point avec l'histoire que les Russes arrivent et que l'oncle Poutine va vous dévorer le soir, disons, à Paris ou à Berlin. Il est donc très difficile de revenir de cette psychose de guerre et de cette atmosphère belliqueuse et de dire « Oh, désolé, les Russes ne veulent pas nous dévorer. En réalité, c'est nous les agresseurs, pas les Russes. Il n'y a pas de réelle menace qu'ils viennent ici occuper les pays européens. Mais maintenant, nous devrions arrêter la guerre et faire la paix. » Tout cela est à l'opposé de ce qu'ils disaient auparavant. Ce n'est pas une chose simple. La politique est un tel domaine que, sur les grandes questions, si l'on s'engage sur une voie, en sortir sans que les gens vous demandent, mais vous disiez le contraire jusqu'à présent. Et nous avons subi des dommages et des pertes à cause de cela. Alors, qui est responsable de cela? Perdre une guerre ou admettre la possibilité de la perdre et changer de cap à cause de cela est une chose extrêmement compliquée. Les Américains n'ont pas pu le faire non plus. Eh bien, les gens de Biden savaient parfaitement qu'ils avaient tout gâché, mais ils ne pouvaient pas changer de cap. Si Donald Trump n'était pas arrivé, il n'y aurait eu aucun changement dans la politique américaine. L'Amérique n'a pu se retirer de toute cette politique erronée que parce qu'un nouveau président est arrivé, qui pouvait dire « Ce qui a été fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Je viens d'arriver, je suis le nouveau président. Maintenant, on fait autrement. » Les gens acceptent cela de la part d'un nouveau président. Mais ici, en Europe, la situation est différente. Ici, aucun nouveau président n'est arrivé à la tête d'un grand pays. Donc ceux qui ont commis les erreurs devraient réviser la politique précédente. En réalité, ils disent aussi qu'ils veulent la paix. Seulement, ils voudraient y parvenir en renforçant et en soutenant l'Ukraine. Cependant, on a pu sentir dans les déclarations des derniers jours que, par exemple, il n'y a toujours pas de date pour le sommet de la paix de Budapest. Ils semblent accueillir cela avec une certaine satisfaction. Quelle est l'explication de cette double communication? Je ne l'ai pas ressenti ainsi, car ils savent aussi que, depuis Donald Trump, le président des États-Unis, de grandes choses peuvent se concrétiser ici en 2 jours. La dernière fois qu'on a convoqué le sommet pour la paix au Moyen-Orient, qui est une situation plus compliquée que la guerre en Ukraine, historiquement plus chargée, la décision a été annoncée le samedi à midi, et le lundi après-midi, il y avait déjà des signatures. La moitié du monde était présente. Donc, des réunions peuvent s'organiser en 2 ou 3 jours. Eh bien, la nouvelle de ce matin, c'est que les Américains vont rencontrer le président chinois. Donc ici, en Europe, ils savent très bien que le sommet pour la paix n'a pas été retiré de l'agenda. Au pire, il n'aura pas lieu dans la semaine, et le calendrier reste incertain. Mais qu'il aura lieu, cela ne fait aucun doute. Eh bien, tout le monde sait que les Russes vont s'entendre avec les Américains. Le seul problème ici, le problème des Européens, c'est qu'ils ont déclaré le président russe criminel de guerre, l'ont même placé sur l'étagère de Belzébuth, et ils ont du mal à rencontrer le président russe. Eh bien, si je fais quelque chose, cela a des conséquences. Le président américain n'a jamais fait une telle chose. C'est pourquoi il peut rencontrer le président russe à tout moment. Les Européens souffrent du fait que, bien que nous devrions également négocier,
Tout le monde ressent qu'un sommet direct entre l'Europe et la Russie est nécessaire. Mais comment cela peut-il se concrétiser après ce que les Européens ont dit et fait? Donc, si vous ne réfléchissez pas à l'avance, si vous vous laissez emporter, ou si vous ne pensez qu'à court terme, tôt ou tard, vous en payez le prix. C'est une politique internationale dangereuse, une opération risquée. Sommet pour la paix et négociation de paix. Il n'y en a donc pas encore eu, mais il y a eu une marche pour la paix qui a précédé la célébration du 23 octobre. Quel message avez-vous apporté à vos collègues ici à Bruxelles, depuis la place Kossuth et depuis la marche pour la paix? Chaque événement aussi convaincant, immense, et je peux même dire pour celui-ci, d'une ampleur écrasante et rayonnante, porte en lui le message, même si je ne le dis pas, que la position hongroise que je représente ici n'est pas celle du Premier ministre. Ce n'est pas la position du gouvernement hongrois. Derrière cela, il y a un peuple, et après tout, nous vivons dans une démocratie. Et si un peuple décide quelque chose, disons, sous forme de référendum, comme cela s'est produit chez nous, ou lors d'une consultation, comme c'est le cas actuellement, ou lors d'un immense rassemblement de masse où certaines choses sont affirmées, alors son poids est différent. Donc, tout le monde sent alors qu'il est inutile de me faire pression, de me mettre sous pression, de me coincer et de me malmener. D'abord, je peux l'encaisser. Ensuite, même si je ne pouvais pas l'encaisser, cela ne mènerait à rien, parce qu'entre-temps, la population d'un pays, le peuple lui-même, ne veut pas ce que les dirigeants de l'Union ici à Bruxelles veulent. Et s'ils ne le veulent pas, alors ils résistent, s'ils ont assez de courage et de force en eux. Donc, la commémoration du 56e anniversaire porte sur le fait que les Hongrois ont assez de courage, ont assez de force, ont de l'endurance. On ne peut pas nous traiter comme un peuple serviteur. Vous avez dit hier lors de la commémoration qu'aujourd'hui, il ne nous reste que deux choix, la guerre ou la paix. La situation est-elle vraiment aussi simple? Oui, c'est aussi simple que cela. S'il y avait la paix, alors les perspectives économiques de la zone euro, les perspectives économiques de l'Europe, la possibilité de croissance ne serait pas de 1%, mais de 3 ou 4. Donc aujourd'hui, c'est un lien économique évident. S'il n'y avait pas de sanctions, si nous ne dépensions pas notre argent pour la guerre en Ukraine, si la coopération économique avec les Russes était rétablie, à ce moment-là, l'économie européenne, y compris celle de la Hongrie, serait dans une situation complètement différente. Donc, s'il y a la guerre, il n'y a pas de développement. S'il y a la paix, il y a du développement. C'est aussi simple que cela. L'une des questions de la consultation concerne la réduction des coûts des services publics. Cependant, cette semaine, au niveau ministériel de l'UE, une décision a été prise concernant l'interdiction d'importer des sources d'énergie russes, ce qui, dans le cas du pétrole, entrerait effectivement en vigueur à partir de janvier. Cette décision n'a-t-elle pas réglé la question? La réduction des coûts des services publics est-elle durable à l'avenir? Non, nous nous battons encore. Donc, cette bataille n'est pas encore perdue. Des manœuvres sérieuses sont nécessaires. Il faut des compétences en leadership pour contrer cela. Nous subissons des pressions. Les gens de Bruxelles veulent que la Hongrie supprime la réduction des coûts des services publics. Ils veulent cela depuis des années, parce que la réduction des coûts des services publics a un prix. Et ce sont les grandes entreprises multinationales et les compagnies énergétiques qui le paient. Et Bruxelles défend leurs intérêts contre le peuple hongrois. Donc, le gouvernement représente le peuple hongrois et ses intérêts, c'est pourquoi nous avons toujours subi des pressions. Deka et Tissa soutiennent également cette ligne bruxelloise. Ils disent toujours que la réduction des coûts des services publics n'est pas juste, pas bonne. Pure absurdité, baliverne. Ils disent généralement ce genre de choses. Donc, ils aboliraient la réduction des coûts des services publics, et nous devons défendre cela. Et maintenant, c'est d'autant plus commode pour eux, les opposants à la réduction des coûts des services publics, qu'il y a des sanctions contre les fournisseurs d'énergie russes. Car il est vrai que nous ne pouvons maintenir la réduction des coûts que s'ils ne nous imposent pas des sources d'énergie coûteuses. Si nous devons payer plus cher, voire le double, pour le pétrole et le gaz, alors nous ne pouvons pas répercuter cela sur la population avec le tarif réduit actuel des services publics. Donc, quiconque souhaite la réduction des coûts des services publics, nous devons défendre le droit de la Hongrie d'acheter aux Russes ou d'acheter du pétrole et du gaz au même prix que les Russes ou à un prix inférieur. Ce match n'est pas terminé. Il y a effectivement des sanctions actuellement contre certaines compagnies pétrolières russes. J'ai commencé la semaine en consultant à plusieurs reprises la direction de MOL. Nous travaillons sur la manière de détourner cette sanction.
Oui, c'est une question intéressante. Que peut-on faire? Parce que de l'autre côté, à Bruxelles, on dit qu'il faut diversifier. C'est-à-dire qu'il faut s'approvisionner auprès de plusieurs sources et que la Hongrie n'y a pas suffisamment prêté attention ces dernières années. De plus, vous savez, le ministre polonais des Affaires étrangères a déclaré cette semaine que cela ne le dérangerait pas si l'oléoduc de l'amitié subissait le même sort que le Druzhba. Oui, mais c'est encore une fois cette hypocrisie bruxelloise, ce roulement des yeux ou cette duplicité. Qu'est-ce que la diversification? La diversification signifie que l'on obtient des sources d'énergie à partir du plus grand nombre de sources et de possibilités possibles. Aujourd'hui, la Hongrie dispose, disons, dans le cas du pétrole, de deux possibilités. Nous avons un oléoduc principal, c'est l'Amitié, et nous en avons un secondaire. L'un passe par l'Ukraine, le secondaire vient de Croatie. Maintenant, s'ils disent qu'il faut arrêter celui d'Ukraine, alors de deux, il n'en reste plus qu'un. En quoi est-ce de la diversification? Je veux dire que le mensonge transparaît derrière cette image. Il s'agit du fait qu'ils ne veulent pas accepter qu'en Hongrie, contrairement à tous les autres États de l'Union européenne, les charges sont extrêmement basses. Si vous regardez un tableau indiquant le pourcentage du salaire que les gens dans les pays européens doivent consacrer au paiement de leurs charges, vous verrez qu'en Hongrie, c'est le montant le plus bas à payer. Et vous savez, nous ne le voyons pas, mais partout en Europe, on le dit. Donc si les Hongrois arrivent à faire en sorte de payer peu, pourquoi devrions-nous payer beaucoup? Le problème ici, c'est aussi que les programmes hongrois qui réussissent, les programmes sociaux, la réduction du coût des charges en est un exemple précis, mais le système de retraite aussi, et, eh bien, notre opposition à la migration également. Ainsi, pour les autres, en tant que citoyens de pays européens, en citant l'exemple hongrois et en le réclamant, ils se retrouvent à affronter leur propre gouvernement. Pour Bruxelles, c'est aussi un problème que la Hongrie soit un tel exemple qui montre que, oui, c'est possible. L'énergie peut être moins chère. Il suffit simplement de faire les choses différemment. On peut avoir un pays sans migration. Il suffit simplement de faire les choses différemment. Vous pouvez avoir votre système de retraite du 13e mois. Il suffit simplement de faire les choses différemment. Ainsi, la Hongrie est un caillou dans la chaussure, un exemple gênant pour ceux qui ne suivent pas les mêmes politiques qu'elle. C'est pourquoi la pression est double. Il y a toujours une considération géopolitique et de politique étrangère derrière cela, et il y a aussi un lien politique intérieur valable dans chaque pays européen. Bon, peu importe. C'est leur affaire. Nous n'avons pas à nous en occuper, mais nous devons défendre tout ce qui est important et bon pour le peuple. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire, on veut savoir ce que vous en pensez. God bless.